France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Tout le monde connaît son nom, même s'il y a toujours une petite hésitation avant de le prononcer. Antonio Gramsci est italien, né à la fin du 19e siècle, le philosophe et dirigeant politique est l'un des penseurs majeurs du marxisme, l'un des plus convoqués, nous diront nos invités. Tout le monde connaît son nom, mais la pensée de Gramsci connaît une notoriété restreinte, une réception compliquée, notamment en France. Pensée caricaturée, réduite à des formules mal comprises, on va se demander pourquoi. Les deux livres dont nous parlons ce midi nous éclairent sur la vie et la réflexion du penseur italien, celui-là même qui refusait de séparer la théorie et la pratique. Voilà le programme du Book Club du jour, avec nos invités bien sûr et avec la communauté du Book Club. L'œuvre de Gramsci est intemporelle. Je crois que lorsqu'on étudie le socialisme ou le communisme, le nom d'Antonio Gramsci finit un moment par nous tomber dessus. Le lire reste la meilleure façon de faire connaissance avec lui. Le lire ou écouter le Book Club avec Eudes et Christina de la communauté du Book Club et avec vous, Romain Descentes, bonjour. Bonjour. Vous publiez avec Jean-Claude Zancarini cet essai biographique que vous avez intitulé « L'œuvre vie d'Antonio Gramsci » qui paraît aux éditions de La Découverte. Tous les deux, vous avez dirigé l'ouvrage collectif La France d'Antonio Gramsci aux éditions de l'ENS Lyon, tout comme vous animez un séminaire sur les cahiers de prison de Gramsci à l'école normale sup de Lyon. Donc, il faut le rappeler, le dirigeant communiste italien a été en effet condamné à 20 ans de prison. Pour 20 ans, nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner, avait à l'époque, en 1928, déclaré le procureur fasciste du tribunal spécial. Et donc en prison, Gramsci va écrire son journal, ses cahiers de prison, dont on va parler évidemment. L'œuvre vie d'Antonio Gramsci, donc, Romain Descendre, ce n'est pas une biographie au sens strict, ni un précis de ses idées, ni une synthèse monographique, mais c'est ce que vous appelez une œuvre-vie. Alors dites-nous ce que c'est, vous expliquez le récit de l'élaboration d'une pensée indissociable d'un agir historique. Oui, c'est cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça a un double sens en fait. Œuvre-vie, c'est à la fois l'œuvre-vie que nous écrivons, que nous avons écrite, et qui, comme vous le rappeliez, n'est pas une biographie au sens classique du terme, n'est peut-être pas simplement qu'une biographie intellectuelle, même si ça en a tous les atours. Et puis l'œuvre-vie qui est l'œuvre-vie de Gramsci, la vie de Gramsci que l'on présente comme une œuvre-vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'œuvre au sens classique du terme. Hein. Il n'a pas d'œuvre au sens classique du terme. Alors, il faut tout de suite dire qu'on a emprunté ce terme à l'édition du centenaire des écrits de Rimbaud par Alain Borère il y a un certain nombre d'années, qui s'intitulait donc Rimbaud œuvre-vie. Et Alain Borère avait choisi ce titre pour dire le parti pris qui avait été le sien de ne pas se contenter d'une édition qui soit une œuvre complète, gardant que ce que le canon littéraire avait gardé, mais qui publiait la totalité des écrits de Rimbaud. Dans notre cas, il ne s'agit pas d'une édition, il s'agit d'une œuvre-vie au sens biographico-intellectuel et politique du terme, on va dire. Mais il y a aussi ce parti pris est présent, c'est-à-dire que on a lu tout Gramsci, on ne présente pas tout Gramsci parce que les 550 pages du livre n'y suffiraient pas, il en faudrait au moins le triple. Mais en revanche, pour l'écrire, on a tout lu et on rend compte dans le livre d'un grand nombre de textes. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la signification que cette expression a pour nous, qui est, comme je le disais, qu'il n'a pas d'œuvre, il n'a pas de livre. Par exemple, les cahiers que j'évoquais tout à l'heure, les cahiers de prison, n'ont jamais été publiés tels quels. On les a récupérés ensuite. Ce n'était pas voulu comme une œuvre complète.
ça n'était pas voulu comme une œuvre complète, il serait impossible de les présenter comme une œuvre complète. Ce sont 33 cahiers d'écoliers qu'il commence à remplir après plus de 2 ans d'incarcération. Au début de l'année 1929, alors qu'il a eu pendant ces 2 ans le temps de réfléchir à un travail au long cours, à plusieurs travaux au long cours qu'il aimerait, qu'il aurait aimé mener, qui éventuellement auraient pu donner lieu à des livres, mais qui ne pouvaient pas donner lieu à des livres. Ce sont des notes. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines de notes, dont certaines sont extrêmement courtes, d'autres sont très très longues. Ce sont de petits essais en tant que tels, voire on pourrait les considérer comme des petits livres, mais ils ne sont pas conçus comme des livres, ce sont des notes préparatoires. Avec beaucoup d'ailleurs de notes au sens strict, c'est-à-dire de notes de lecture. Il écrit en lisant, tout ce qu'il peut lire, tout ce qui se publie, toutes les revues auxquelles il a accès, en particulier la quasi-totalité des grandes revues littéraires et politiques italiennes, mais aussi beaucoup de revues étrangères, notamment beaucoup de revues françaises. Alors on va revenir évidemment sur sa vie de militant, de dirigeant politique, sur son rapport à Marx aussi, et sur la construction de sa pensée, parce que c'est aussi ce qui est dans votre livre Romain des Cendres avec Jean-Claude Zangarini. Mais pour échanger avec nous, nous avons convié Vincent Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Vous éditez et préfacez aux éditions Amsterdam l'essai d'André Tauzel, intitulé Le fil de Gramsci, politique et philosophie de la praxis. André Tauzel qui est mort en 2017 et qui a été un grand intellectuel organique au sens donné par Gramsci d'ailleurs, qui rejetait donc toute séparation entre la théorie et la pratique. Le terme d'œuvre-vie m'a fait penser au néologisme que vous utilisez dans votre préface, Vincent Charbonnier, d'œuvrage, contraction entre œuvre et ouvrage. Vous dites qu'André Tauzel n'a jamais cessé d'œuvrer à la connaissance de la pensée de Gramsci en France. Oui, c'est vraiment le caractère de l'élaboration d'André Tauzel. C'est pas un essai en tant que tel, en fait. C'est d'abord un recueil de textes. Et en fait, le titre, c'est le mien. Il me semblait qu'il y avait un fil de sa pensée qui était justement le fil de Gramsci. Parce que de manière assez étonnante, André Tauzel a commencé à travailler sur Gramsci au moment même où, dans l'espace francophone, et notamment en France, Gramsci sortait un peu de la sphère médiatique. Il y a eu une vague d'italianophilie, comme Tauzel le dit très bien, dans les années 70, jusqu'au milieu des années 70, qui ensuite va assez vite s'éteindre. Et il commence en fait un peu... je n'allais pas dire dans le désert, mais c'était un peu presque si, peut-être. Je repense toujours à la fin de Théorème de Pasolini, où on a le chef de famille qui parle seul dans le désert, mais c'était un peu cette idée-là. Et qu'effectivement, André Tauzel a maintenu ce fil, il l'a construit, il l'a revivifié, avec des recueils qui se sont espacés, et puis un regain qui d'ailleurs est complètement congruent avec ce qu'évoquent Jean-Claude Zangarini et Romain Descentes dans leur ouvrage, sur le renouveau des travaux sur Gramsci au début des années 2000, à peu près, mais Romain Descentes pourra me corriger sur cette imprécision, qui donne lieu justement à une reprise de ce travail sur Gramsci. Et donc, du coup, effectivement, le travail d'André Tauzel a été effectivement d'œuvrer à la connaissance de Gramsci, de montrer, de manière quelquefois ardue, parce que sa langue n'a pas la clarté, la simplicité quelquefois de l'œuvre-vie de Jean-Claude Zangarini et Romain Descentes, mais de rentrer dans le vif de Gramsci et de montrer effectivement quel auteur cela a été et d'insister justement, comme l'a bien dit Romain Descentes, sur le caractère très fragmentaire de l'œuvre de Gramsci, qui effectivement est une construction qui n'a jamais pensé en faire une œuvre. C'était presque, j'ai envie de dire, des pensées pour lui-même, un peu à la Marc Aurèle. Il y a quelque chose d'ailleurs de très stoïcien chez Gramsci quand on y réfléchit, de se donner justement, comme il le dit dans les premières lettres de la prison, de se donner quelque chose à penser pour tenir. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien rappelé au début, il faut interdire de penser, ce cerveau de pensée pendant 20 ans, ce que les fascistes avaient bien vu qui était Gramsci. Et la puissance de sa pensée qu'on retrouve justement en le lisant. Et peut-être qu'on pourrait rajouter que le fait que Gramsci a été aussi... André Tauzel en a parlé dans une préface à
un petit texte de Gramsci, du jeune Gramsci, qui est paru peu de temps avant sa disparition, a été un journaliste. Hein. Et ça se retrouve effectivement aussi dans l'écriture, quelquefois très incisive, qu'il a de ses textes, et effectivement, quelquefois des notes très longues et quelquefois très courtes. Et donc voilà, le but aussi, c'était de rendre hommage aussi à André Tauzel et à son travail, et de restituer un peu quelques éléments qui viennent appuyer son dernier ouvrage qui a été publié un peu avant sa mort, Étudier Gramsci, de l'appuyer aussi de tout ce travail antérieur qui l'a amené à rédiger cet ouvrage et à le publier en 2016. Gramsci, militant, on l'a dit, journaliste, dirigeant politique. On va évidemment parcourir toute sa vie. Pour être totalement transparent avec vous, c'est Christina, une de nos lectrices, qui nous a demandé de faire ce book club autour d'Antonio Gramsci. Eh bien, nous y voici, Christina. Et Christina nous livre sa lecture de Gramsci. L'œuvre de Gramsci est intemporelle. Elle est peu ou pas connue dans sa globalité en France. Des citations d'une grande force, certes, ou l'utilisation en spin doctor, mais sa pensée déborde de complexité. Le lire reste la meilleure façon de faire connaissance avec lui. Par exemple, dans l'excellente traduction de Pourquoi je hais la différence de Martin Rueff. Pour utiliser ces mots dans l'introduction, je dirais que l'histoire est toujours contemporaine. La vision gramscienne, qui lie la théorie à l'action en politique, est une approche qui mérite encore et toujours d'être étudiée. Gaël Bustier, en 2015, a aussi sorti un petit livre qui explique clairement en quoi et pourquoi la gauche française aurait bien besoin de Gramsci. Gramsci aimait se faire apporter des livres dans sa prison. Ça le soulageait probablement de cette situation incroyable. L'œuvre-vie d'Antonio Gramsci vient de sortir. Et c'est un plaisir de lire cette biographie, car la découverte pas à pas de la vie et de la pensée de Gramsci sont vraiment bien établies. On a bien compris que Christina était une passionnée, qu'elle lit tout, qu'elle relit tout de cet auteur et philosophe italien. Pour aller rentrer dans sa démarche, on peut dire que Gramsci incarne ce que Marx décrit comme la nouvelle figure du philosophe dans les thèses de Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, mais il s'agit maintenant de le transformer. C'est ça l'idée, il est véritablement dans l'action, Romain Descendre. Oui, alors il l'est aussi bien dans sa vie, en tant qu'il n'est pas un philosophe d'abord et avant tout. Hein. C'est un auteur qui est extrêmement important pour la philosophie. Il y a énormément de philosophie, et l'importance de la philosophie est absolument centrale dans toute sa pensée, pas seulement dans les cahiers de prison, y compris dans ses textes d'intervention politique, d'abord comme journaliste militant, puis comme dirigeant, l'un des principaux fondateurs du Parti communiste italien, puis dirigeant à partir de 1924 et jusqu'à son arrestation, principal dirigeant du parti. Mais il est aussi dans sa réflexion. Alors la 11e thèse sur Feuerbach que vous rappeliez est comme un leitmotiv dans les cahiers de prison. Ça fait partie de ces textes de Marx que Gramsci lit et relit, traduit, et à partir desquels il repense toute la philosophie de Marx. Il la repense à partir de cette idée de philosophie de la praxis qui n'est pas de lui au départ, hein, qui caractérise une longue tradition déjà du marxisme italien. C'est l'expression même de philosophie de la praxis pour parler de la pensée marxienne et marxiste bien comprise vient d'Antonio Labriola, d'abord un des premiers philosophes marxistes italiens de la fin du XIXe siècle, puis a été reprise par Giovanni Gentile, qui est, avec Benedetto Croce, un élève de Labriola au départ, et en prison, Gramsci se réapproprie cette notion qui dit bien le cœur même de toute la pensée, qui est
l'unité de la théorie et de la pratique. Unité de la théorie et de la pratique qui signifie aussi passage constant de la politique et de l'histoire à la philosophie et vice-versa, et qui d'ailleurs, la première fois qu'elle apparaît dans les cahiers, cette expression est rapportée non pas spécifiquement à Marx, même si il est là en filigrane, et bien évidemment, mais à Machiavel. Et c'est pas un hasard, c'est Machiavel est l'autre grand auteur de Gramsci avec lequel il est en constant dialogue, et c'est l'auteur qui lui permet, au-delà de Marx et avant Marx, de penser cette unité de la politique et de la pensée. Justement, on se demande ce rapport à Marx, quel est-il? Est-ce qu'il veut révolutionner sa pensée? Comment est-ce qu'il se présente vis-à-vis de ces théories et de cette philosophie-là? Est-ce qu'il se dit, moi je suis là pour révolutionner en prenant en compte ce que j'ai vécu dans ma vie? On va peut-être y revenir dans un instant. Est-ce que c'est ça son idée, sa démarche en tout cas? Ou est-ce que voilà, quelle est sa démarche en fait? Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, avant les cahiers de prison, dans sa jeunesse, bon, il connaît Marx, mais mal très tôt. D'une part parce qu'il est dans un milieu socialiste quand il est encore en Sardaigne. Quand il est lycéen, il vit avec son grand frère qui est un militant socialiste. Marx est omniprésent dans le Parti socialiste italien à cette époque-là. Mais, comme le dit Gramsci, Marx est le penseur des bourgeois, pas le penseur des prolétaires. C'est-à-dire que Marx est le Marx qui est sans cesse convoqué au sein du socialisme de l'époque de Gramsci jeune, cette lecture, alors qu'on appellera révisionniste, si on veut, en tout cas traditionnellement on l'appelle révisionniste, social-démocrate, réformiste, si vous voulez, mais en tout cas, pas forcément, elle peut être révolutionnaire aussi, mais qui est extrêmement déterministe et qui se fonde sur toute une série de relectures de penseurs et militants de l'époque de la Deuxième Internationale, donc qui s'appuie sur le capital et qui, pour être, c'est être beaucoup trop schématique de dire les choses comme ça, mais qui prétend qu'il y a des lois de l'histoire qui s'enracinent dans la structure économique de la société et que ces lois ont des valeurs et une force semblable à celle des lois naturelles. Il se trouve que dans le milieu de Gramsci à ce moment-là, dans le milieu du Parti socialiste, qui est un énorme parti avec plein de tendances, c'est ce Marx-là qui est dominant. Puis arrive la Révolution. D'abord la guerre, évidemment, la Première Guerre mondiale est fondamentale, puis la révolution bolchevique, enfin la révolution russe, qui n'est pas bolchevique dès le début de 17. Et c'est à partir de là que Gramsci se plonge complètement dans Marx, une première fois. Plus de 10 ans plus tard, parce que là on est en 1917, 1918, 1919, une fois qu'il est en prison, il fait un retour à Marx qui désormais va toujours dans la même direction, un Marx penseur de l'action, un Marx penseur du changement politique, un Marx qui révolutionne complètement la pensée politique, bien sûr, mais surtout un Marx qu'il faut repenser contre ce qui est appelé à ce moment-là, notamment par Gramsci, le matérialisme vulgaire ou le marxisme orthodoxe, porté désormais par la Troisième Internationale, dont l'un des livres catéchismes fondamentaux est un livre de Boukharine et qui est après repris et continue à être fondamental à partir du tournant stalinien, à partir de 1928-1929, quand lui est en prison. Et c'est contre ça qu'il repense Marx entièrement. C'est là ce qui est intéressant, c'est véritablement l'évolution de sa démarche et de sa pensée. Et cette relecture, ce retour à Marx, cette nouvelle vision, en tout cas cette nouvelle réflexion qu'il veut mettre en place, Vincent Charbonnier. C'est surtout que
il y a Gramsci était un militant aussi. Il a été un militant toute sa vie, hein. Même en prison, il a été un militant finalement. Bon, mais effectivement, un militant qui, bon, comme ça a été dit, faisait partie du Parti socialiste, mais qui a participé alors à toute cette période du Biennio Rosso en Italie, ces 2 années de 1900 qui font suite juste après la guerre, et dans lequel pratiquement vont se créer d'une certaine manière des soviets à l'italienne. Je fais cette expression un peu peut-être hasardeuse, mais où effectivement elle est employée. Bon, pas très bien. Où effectivement les ouvriers prennent en main l'outil de production, c'est-à-dire qu'il y a ce qui était évoqué, cette idée par Romain Descentes, cette idée de l'unité de la théorie et de la pratique, elle a été mise en œuvre par les ouvriers qui ont expérimenté, qui ont travaillé justement cette autonomie, cette autonomisation de participer à la production de la pensée et de la réfléchir. Et Gramsci a été très attentif, il a participé, il a été très attentif, il s'en est, il en a fait son miel après coup dans les cahiers de prison parce qu'effectivement, il y revient de manière tout à fait constante. Et il y a cette idée, alors, à la fois et un thème intéressant et important qui est le thème de la traduction dans la pensée de Gramsci auquel Jean-Claude Zancarini, Romain Descentes ont consacré des textes et aussi André Tauzel qui a beaucoup insisté sur cette dimension-là, c'est-à-dire cette idée qu'effectivement, et on pourrait dire que la théorie et la pratique, c'est dans cette même perspective-là, c'est cette espèce d'intertraduction et de retour systématique, de retour systématique de l'un à l'autre, pour justement, et c'est d'autant plus exigé avec cette classification d'un marxisme dogmatique de formules, hein, voilà, ou comme le disait plaisamment Georges Labica, parlant de Staline, il n'est de science que du général Aristote, il n'est de science que du secrétaire général Staline. Voilà, bon, c'était un peu ça. Et effectivement, je pense que c'était contre ça. Et effectivement, le Biennio Rosso a été l'occasion pour Gramsci de mettre en œuvre ça et de le réfléchir et de penser justement ce marxisme pratique, on pourrait presque dire ça comme ça, ce marxisme pratique que les ouvriers ont su mettre en œuvre et qui ont su indiquer une perspective d'évolution de la société effectivement de révolution de la société. On pense notamment à son article de juin 1919, Démocratie ouvrière, où il évoque notamment les conseils d'usine comme centre de vie prolétarienne et futur organe du pouvoir prolétarien. Alors, dans les années 20, il participe d'ailleurs à la constitution du Parti communiste d'Italie, on l'a dit, puis il va partir à Moscou, il va revenir ensuite au milieu des années 20, avant d'être arrêté. Et puis sa pensée, elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, même si, on l'a dit tout à l'heure, et Christina en disait un mot, Gramsci est peu connu, voire mal connu, et c'est aussi l'expérience de notre lecteur Eudes, que l'on va écouter. Je crois que lorsque l'on s'intéresse ou même lorsqu'on étudie le socialisme ou le communisme, le nom d'Antonio Gramsci finit un moment par nous tomber dessus. Je me suis rendu compte que plusieurs notions que j'entendais ou même utilisais venaient de lui sans même que je le sache. Je pense par exemple à celle de société civile ou bien d'hégémonie culturelle. Donc en le lisant, j'en ai découvert d'autres, tout aussi stimulantes, intéressantes. Je pense à celle d'intellectuel organique, je pense au césarisme, à la guerre de position, à la guerre de mouvement. Donc j'ai énormément mûri avec lui. La lecture de son œuvre, en fait, elle m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que sa pensée elle traverse ses époques et comment il est récupéré aussi bien à gauche qu'à droite, malheureusement. Alors justement, on va voir sa récupération et si sa pensée est toujours d'actualité. Peut-être, pour faire simple, on va essayer, et pour donner envie de découvrir ce qu'il a écrit aussi, parmi les concepts politiques qui occupent une place importante dans sa réflexion politique d'ailleurs, c'est l'hégémonie. Qu'est-ce que ça signifie? Essayez de nous donner envie de rentrer dans ce concept. Et je sais que c'est pas facile, mais de manière assez simple, hein, Romain Descentes, ça tombe sur vous. Oui. Non, mais je vais pas me défiler. Mais juste avant, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Vincent, parce que c'est André Tauzel, hein, puisqu'on parlait de réception en France, a été extrêmement important, est resté un passeur, est resté le seul pendant des années et des années à s'occuper de Gramsci. Et moi, j'ai toujours plaisir à rappeler que c'est avec André Tauzel que j'ai fait mes premiers travaux de recherche sur Gramsci
quand j'avais 20 ans, voilà, que j'étais allé voir. Il était à l'université de Besançon à ce moment-là. Et j'ai fait 2 années de travaux sous sa direction sur Gramsci, puis sur Gramsci et Croce. Et ce que disait Vincent est extrêmement important, c'est-à-dire que cette notion de traductibilité qui, aujourd'hui, de façon unanime chez les spécialistes, est reconnue comme étant absolument centrale, avoir une importance clé pour comprendre l'ensemble de sa pensée, eh bien, André Tauzel l'avait bien vu et était à peu près le seul à le voir dès le début des années 80, dès la fin des années 70, début des années 80, et a toujours continué à travailler là-dessus. Et il se trouve que moi, mon premier travail était sur langage et traductibilité avec Tauzel. Voilà. Je vais pas vous oublier. Attendez, je vais pas vous oublier sur l'hégémonie, mais peut-être d'abord sur cette réception, puisqu'on en parle. Dans les années 50-60, le Parti communiste français lui-même ne veut pas de Gramsci, est très réticent à ce qu'il dit. Peut-être sur cette idée-là, Vincent Charbonnier. Alors, la grande chose, c'est qu'effectivement, Gramsci est suspect, parce que, en fait, il est traduit, justement, mais il est traduit et filtré par le Parti communiste français. On essaye finalement de recomposer les quelques éléments qui ont été publiés. Alors, c'est les cahiers, l'édition thématique des cahiers, qui a été la première édition après la guerre, mais qui était déjà une reconstruction, puisque c'était évoqué dans le livre de Romain et de Jean-Claude. C'est bien indiqué que c'est une certaine image de Gramsci qu'on a voulu quand même mettre en avant, et qu'il y a des textes qu'on a mis de côté parce que ça ne correspondait pas. Pareil pour la correspondance. Mais qu'est-ce qui dérange chez lui ? Comment dire ça Il y a une forme le Parti communiste français dit il n'y a rien à apprendre de Gramsci, alors que j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à apprendre au sens où il se méfie de Gramsci parce qu'il n'est pas, comment dire... j'ai envie de dire, c'était pas un communiste orthodoxe. Hein. C'était un peu cette idée-là quand même. C'est-à-dire que, oui, il y a des influences idéalistes dans sa pensée, notamment Gentile, qui a été évoqué enfin, pas Croce, mais Gentile au moins, cette idée de... Voilà. Et puis, c'est une pensée qui ne correspond pas au canon de la pensée française, d'une certaine façon. Hein. Et que, Gramsci, on essaie toujours de le réinterpréter dans le cadre de la politique du Parti communiste français de l'époque. Et du coup, ça rentre pas. Donc, voilà, on ajuste. Et puis, je pense qu'il y a effectivement peut-être aussi, une couleur de pensée ou une teinte de pensée qui est liée vraiment à la sphère italienne, mais là, Romain serait plus à même que moi d'en parler. Une forme de... Moi, ce que j'estime être une civilité de la pensée italienne qu'il n'y a pas en France. Et que Gramsci débordait un peu les cadres. Il correspondait pas à des cadres prédisposés dans lesquels on pouvait le mouler facilement. Il dérangeait ces cadres-là, je pense. Oui, tout à fait. Alors, après, il y a aussi un autre élément historico-politique très concret, qui est que tout le monde savait que Gramsci, en octobre 1926, avait envoyé une lettre au PCUS, au Parti communiste d'Union soviétique, et directement à Staline, où il expliquait aux camarades russes, chefs de la Révolution mondiale, vous vous plantez complètement. Vous vous plantez complètement en mettant sur la brèche et en étant dans une attitude de répression complète par rapport à l'opposition trotskiste. Pas que Trotsky, ils sont un certain nombre, mais voilà. Donc ça, première chose, ce genre de choses, on ne le faisait pas, on savait que ça avait été fait, et avant même d'arriver en prison, il est déjà suspect à Moscou, et ça va surdéterminer toute une série de choses. Par ailleurs, il y a, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on peut lire, et c'est ce que nous on fait, même si on ne réduit pas tout à ça, hein, mais on peut lire l'ensemble de l'attirail conceptuel
cette grande pensée, ce livre-monde, c'est pas un livre, mais en tout cas c'est un livre-monde, les cahiers de prison. C'est-à-dire c'est un livre qui prend en charge des milliers de questions de sa contemporanéité, qui vont de la littérature à la culture, à des questions qui ont trait à ce qui se passe en Inde à ce moment-là, l'américanisme, etc. Enfin, c'est vraiment une pensée complètement ouverte au monde. Eh bien, en faisant cela, il réinvente il reprend, resémantise et crée toute une série de concepts, ceux dont notre auditeur parlait, qui sont depuis devenus des concepts communs de la gauche, j'allais dire mondiale, qu'on retrouve parce que quelqu'un qui a une expérience de militant aujourd'hui en France les entend, ces concepts-là, mais beaucoup moins qu'en Amérique latine, aux États-Unis ou en Asie, et depuis des dizaines d'années. Donc les concepts de subalterne, de révolution passive, de guerre de position, etc. etc. Tous ces concepts, si on analyse, et ce qu'on a essayé de faire, leur mode d'apparition et les moments où ils apparaissent précisément dans des moments de conflictualité extrêmement intense avec le Parti communiste italien, à partir du moment où le Parti communiste italien, qui donc en exil et en clandestinité, à ce moment-là, à la toute fin des années 20, tout début des années 30, accepte le tournant stalinien, s'y range, et où Gramsci se trouve en prison, mis en minorité, par les camarades qui, au fur et à mesure, arrivent et qui sont tous de bons communistes bien disciplinés, qui disent mais Gramsci a... Enfin voilà, passez-moi l'expression, il a pété un plomb. Il est sorti du cadre. C'est ce que racontait Vincent Charbonnier. Donc ça, c'est resté. Comme il nous reste 2 minutes. 2 minutes sur l'hégémonie. 2 minutes sur l'hégémonie. Là, vraiment, je pense qu'il va falloir y aller fort. Vous commencez. L'hégémonie. Romain Descendre et Vincent Charbonnier. D'abord, c'est pas l'hégémonie culturelle. Et d'une. L'hégémonie, elle est avant tout politique et elle est... oui, culturelle, intellectuelle, morale, économique, elle est dans tous les niveaux de la société, elle est liée directement aussi au pouvoir politique et à l'État. Voilà, donc ça, première chose. Ça vient de Lénine au départ. Chez Lénine, c'est l'alliance des ouvriers et des paysans sous la direction, c'est-à-dire sous l'hégémonie des ouvriers. À un moment où il faut arrêter de faire des choses au début de la révolution, de la guerre civile, qui font des paysans, à savoir 99% de la population russe, nos ennemis. Voilà. Donc c'est ça l'hégémonie. Lui, il transforme ça d'une part en un concept beaucoup plus large d'un point de vue stratégique et politique. C'est-à-dire c'est la pensée de l'alliance, la pensée d'une union des dirigeants et des dirigés. C'est créer les conditions de possibilité pour que les dirigés deviennent dirigeants. Et par ailleurs, c'est aussi un concept opératoire historiquement qui l'analyse dans le détail à partir de l'histoire de l'hégémonie bourgeoise sur le XVIIIe et le XIXe siècle entre France et Italie. Voilà. Et pour la suite, je renvoie évidemment à votre livre « L'œuvre-vie d'Antonio Gramsci, Romain Descendre avec Jean-Claude Zancarini ». Un dernier mot, Vincent Charbonnier, en quoi est-ce que c'est toujours d'actualité tout ce qu'il a écrit ? Parce que, effectivement, là, en tant que construction intellectuelle et à la fois théorique, politique, c'est toujours effectivement l'union de la théorie et de la pratique. C'est comment se battre, effectivement, pour non pas gagner la bataille des idées, mais faire construire, avancer, et montrer non seulement qu'un autre monde est possible, mais qu'il faut aussi, qu'il faut le faire. C'est là-dessus que se finit d'ailleurs le beau film de l'Établi, où les derniers mots, c'est il faut penser le monde, il faut la transformation, mais il faut le faire. C'est là-dessus que se finit. Et je pense que c'est un peu ce que dit Gramsci aussi. Il faut transformer le monde. Il faut transformer le monde et pour ça, il faut lire ces 2 ouvrages. Merci à tous les deux. Vincent Charbonnier, vous éditez et préfacez aux éditions Amsterdam l'essai d'André Teuzel intitulé, pas un essai, le livre avec plusieurs, évidemment, textes et recueils de textes, Le fil de Gramsci, politique et philosophie de la praxis, et Romain Descendre avec Jean-Claude Zancarini aux éditions de la Découverte. L'œuvre-vie d'Antonio Gramsci, on n'a pas pu tout dire, c'est certain, et je suis certain aussi que Christina, notre lectrice, ne nous en voudra pas. Merci à tous les deux. Merci.